L'odeur du métal chaud et du charbon brûlant emplissait l'atelier de Silu Maddox tandis qu'il façonnait une nouvelle pièce pour la clôture de la famille Jefferson. La sueur lui coulait au visage malgré l'air frais d'octobre qui s'infiltrait par les portes-fenêtres ouvertes. À 44 ans, ses mains bougeaient avec la précision que 20 ans de travail du métal avaient gravé dans ses os. Son téléphone vibra contre l'établi. Le nom de Vera s'afficha à l'écran. « J'ai besoin que tu surveilles June ce week-end. » La voix de Vera était aiguë et saccadée. « J'ai un événement caritatif à organiser. » Silas posa son marteau. « À quand ?»« Ce soir. Je la déposerai vers 18h. » La ligne fut coupée avant qu'il puisse répondre. Silu fixa le téléphone, puis le glissa dans sa poche. June était la fille de sa sœur Marlène, sa nièce. La seule famille qui lui restait qui comptait. À 18h précises, le SUV noir de Vera s'engagea dans son allée de gravier. June descendit du siège passager, un petit sac à dos à la main. Elle avançait prudemment, comme quelqu'un qui marche sur de la glace fine. « Merci pour ça. » Vera la lança depuis sa vitre baissée. Elle arborait son habituel sourire faux, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je viendrai la chercher dimanche soir. » Silas s'approcha de June tandis que le SUV démarrait. La petite fille de 6 ans le regarda avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage. « Salut, ma puce, dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Tu as faim ?» June hocha la tête mais ne dit rien. C'était normal. Elle était silencieuse depuis la mort de Marlène, 2 ans plus tôt. Mais ces derniers temps, le silence semblait différent, plus pesant. Dans sa petite maison, Silas préparait des sandwichs au fromage grillé tandis que June était assise à la table de la cuisine. Elle gardait ses manches tirées jusqu'au poignet malgré la chaleur du poêle. « Il fait chaud ici, » dit Silas en retroussant les siennes. « Tu peux enlever ce pull si tu veux. » June secoua vivement la tête. « J'ai froid. » Silas servit les sandwichs et s'assit en face d'elle. Tandis qu'elle mangeait, il remarqua son sursaut lorsqu'une voiture pétarada dehors. Son corps tout entier se raidit pendant quelques secondes avant qu'elle ne se détende lentement. « Tout va bien à la maison ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle trop vite. « Tout va bien. » Ce soir-là, Silas lui montra la chambre d'amis. June parcourut du regard la petite pièce avec son lit simple et ses meubles simples. « On peut laisser la lumière allumée ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. » Silas actionna l'interrupteur, laissant le plafonnier allumé. « Besoin d'autre chose ?» June grimpa dans un lit, tout habillée, gardant même son pull. Elle remonta les couvertures jusqu'à son menton et fixa le plafond. « Oncle c'est, ouais. Tu crois que ma mère me voit ?» Silu sentit une tension se former dans sa poitrine. « Je crois qu'elle veille sur toi, qu'elle s'assure que tu es en sécurité. » June resta silencieuse un long moment. « Je l'espère. » Silas resta sur le seuil jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle s'était endormie. Même là, elle bougeait nerveusement, émettant de petits sons comme si elle essayait de ne pas pleurer. Le samedi se passa tranquillement. June l'aida dans l'atelier, tenant les outils et le regardant travailler. Elle semblait plus calme là-bas, loin des ombres qui la suivaient à la maison. Mais le soir venu, lorsqu'elle réalisa que dimanche approchait, la tension revint. « Dois-je rentrer demain ?» demanda-t-elle pendant le dîner. « Vera t'attend » dit Silas prudemment. « C'est ta tutrice. » Le visage de June se décomposa. « Je ne veux pas rentrer. »« S'il te plaît, oncle C, je veux rester ici. » Le ton désespéré de sa voix poussa Silas à poser sa fourchette. June tremblait. Des larmes coulaient sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas à la maison, June ?»« Rien. » murmura-t-elle. « Rien. Je préfère juste être ici. » Mais son langage corporel trahissait une toute autre histoire. Sa façon de tressaillir. Sa façon de se protéger. La peur dans ses yeux lorsqu'elle parlait de rentrer. L'entraînement militaire de Silu se fit sentir. 20 ans plus tôt, il avait appris à observer sans réagir, à recueillir des renseignements avant de prendre des décisions. Ses compétences ne l'avaient jamais quitté. « Tu peux rester une nuit de plus. » Il dit que le soulagement de June fut immédiat et total. Elle se jeta à son cou et sanglota contre son épaule. « Merci, oncle C. »« Merci. » Silu la serra dans ses bras, sentant le poids fragile de son petit corps. Quelque chose clochait.
Son instinct, aiguisé par des années d'analyse de situations dangereuses, lui criait des avertissements. Mais il avait besoin de preuves avant d'agir. Dimanche soir, Silas raccompagna June chez elle. La maison à 2 étages de Blackwood Lane paraissait parfaite de l'extérieur. Clôture blanche, pelouse impeccable, jardinière sous les fenêtres. Tout ce que Vera voulait que les gens voient. Point. Les pas de June ralentirent à l'approche du portail. Sa respiration devint saccadée. « Bon, on peut y aller doucement, » dit Silas. Ils étaient encore à 6 mètres de la maison lorsque les cris commencèrent. Une voix d'homme, grave et furieuse, trancha l'air du soir. Puis la voix de Vera, aiguë et défensive. « Couche-toi » murmura Silas en tirant June derrière la haie d'un voisin. Par la fenêtre du salon, il pouvait voir des ombres bouger. Mais quelqu'un a jeté quelque chose contre le mur. Du verre s'est brisé. June se serra contre lui, tremblante. « Ce n'est pas mon père » murmura-t-elle. Silas savait que le père de June était Darren Mills, qui avait quitté la ville après les funérailles de Marlène. Cette voix appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'avait rien à faire chez June, a hurlé sur son tuteur. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme grand et brun sortit en trombe, monta dans une camionnette et démarra à une vitesse telle qu'il laissa des traces de pneus dans la rue. Vera apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, son chemisier déchiré à l'épaule. Elle regarda autour d'elle avec frénésie, puis rentra et claqua la porte. « Viens » dit Silas doucement, emmenant June hors de la maison. « Tu restes avec moi ce soir. »« Vera va bien » demanda June. « Vera peut se débrouiller seule » dit Silas. Mais June ne pouvait pas. Cela devenait plus clair d'heure en heure. De retour chez lui, Silas borda June. Elle s'endormit presque aussitôt, épuisée par la peur et le soulagement. Il était assis dans sa cuisine, buvant son café en réfléchissant. June dit « Ce n'est pas mon père ». Ce qui signifiait qu'elle savait qui était cet homme. Elle l'avait déjà vu. Et la façon dont elle s'était cachée, la façon dont elle avait immédiatement reconnu le danger indiquèrent à Silu que ce n'était pas la première fois qu'il sortait son téléphone et parcourait ses contacts jusqu'à ce qu'il tombe sur Hank Wilson, un copain de l'armée qui travaillait maintenant dans la sécurité privée. Hank, c'est Silu. J'ai besoin d'un service. Quel genre de service? Une vérification des antécédents de quelqu'un. Elle s'appelle Vera Palmer. Elle habite Blackwood Lane à Asheville. Ça concerne ta nièce? Ouais, je vais voir ce que je peux trouver. Silu raccrocha et regarda l'obscurité par la fenêtre de sa cuisine. Quelque part, le monde de June s'écroulait, et il était le seul à sembler le remarquer. Lundi matin, Silas appela l'école élémentaire Jefferson et demanda à parler au directeur. Voici Silu Maddox. Je suis l'oncle de June Palmer. J'aimerais savoir si son comportement ou son assiduité ont suscité des inquiétudes. Le directeur Williams est resté silencieux un instant. Êtes-vous répertorié comme contact d'urgence? Non, mais sa mère était ma sœur. Je suis de la famille. Je ne peux pas donner de détails précis, mais je dirais que ses professeurs ont noté des changements dans le comportement de June cette année. Une anxiété accrue, une certaine régression des compétences sociales. Son professeur en a parlé à Madame Palmer, mais elle nous a assuré que tout allait bien à la maison. Quel genre de changement, Monsieur Maddox? Vraiment pas. Quelqu'un a-t-il appelé les services sociaux? Encore une pause. Nous avons documenté nos observations, mais sans preuve évidente de maltraitance ou de négligence, nous sommes liés. Madame Palmer se présente très bien. Elle est impliquée dans plusieurs associations caritatives et s'exprime très clairement sur les besoins de June. Traduction, Vera savait jouer le jeu. Après avoir raccroché, Silas a conduit June à l'école lui-même. En sortant de son camion, il a vu ce qu'il avait manqué auparavant. Des bleus frais sur son poignet, visibles quand sa manche remonta tandis qu'elle attrapait son sac à dos. June. Elle se retourna. Tu peux me montrer ton bras? June releva rapidement sa manche. Je suis tombé de vélo. Quand? La semaine dernière. Tu n'as pas de vélo. Le visage de June devint blanc. Elle avait été prise en flagrant délit de mensonge et elle le savait. Je suis tombé à l'école. Elle dit rapidement dans la cour de récréation. June, dis-moi la vérité. Mais elle reculait déjà en secouant la tête. Je dois aller en cours. Je vais être en retard.
Elle courut vers le bâtiment de l'école sans se retourner. Cet après-midi-là, Silu la prit dans ses bras au lieu de la laisser prendre le bus. Alors qu'il se dirigeait vers sa maison, il essaya de nouveau. C'est bleu sur ton poignet. Quelqu'un t'a attrapé, n'est-ce pas? June regarda par la fenêtre. C'est ma faute. Quelle est ta faute? Je l'ai mis en colère. J'ai fait trop de bruit quand il essayait de regarder la télé. Silu s'arrêta et se gara. June protégeait quelqu'un. Quelqu'un qui l'avait blessé et l'avait ensuite convaincu que c'était sa faute. Schéma classique de violence. June, regarde-moi. Elle se retourna, les larmes aux yeux. Rien de ce que tu fais ne donne à personne le droit de te faire du mal. Rien. Tu comprends ça? June hocha la tête. Mais Silas voyait bien qu'elle n'y croyait pas. Quelqu'un lui avait appris pendant des mois que la douleur était de sa faute, qu'elle la méritait. Il rentra chez lui, la mâchoire serrée, luttant contre l'envie de faire demi-tour et de filer droit vers Blackwoodland. Mais la colère n'arrangerait rien à June. Il devait être intelligent. Ce soir-là, il appela Vera. June doit rester avec moi quelques jours de plus. Il dit, absolument pas. Elle a école. Elle a des habitudes. Elle doit rentrer à la maison. Elle a peur de rentrer. C'est ridicule. June adore être ici. Tu la perturbes. Silu lui remplissait la tête de bêtises. Qui était l'homme chez toi hier soir? Silence, crie, jet d'objet, effrayé une fillette de 6 ans. Qui est-il? Vera, je ne sais pas de quoi tu parles. June a dit que ce n'était pas son père. June a une imagination fertile. Elle fait des cauchemars depuis la mort de Marlène. Parfois, elle se trompe sur ce qui est réel. La voix de Vera était douce, posée. Elle avait déjà utilisé cette explication. Ramène-la à la maison ce soir, Silu, ou j'appelle la police et je te dénonce pour enlèvement. La ligne fut coupée. Silas était assis dans sa cuisine, les yeux rivés sur le téléphone. Vera venait de le menacer d'enlèvement pour avoir protégé un enfant contre des abus, ce qui signifiait qu'elle savait exactement ce qui se passait et qu'elle était prête à utiliser la loi pour continuer. Il regarda vers la chambre d'amis où June dormait, la lumière allumée, tout habillée, prête à courir si besoin. C'était la guerre maintenant. Vera ne le savait simplement pas encore. Silu conduisit June à l'école mardi matin, puis se rendit directement au cabinet de son avocat. Tom Bradley s'était occupé du testament de Marlène et connaissait la situation familiale. J'ai besoin de savoir ce qui se passait concernant la garde de June. Silas dit que Tom avait sorti un dossier de son armoire. Après la mort de Marlène, le père biologique, Darren Mills, a obtenu la garde, mais il l'a cédée à Vera Palmer 6 mois plus tard. C'était la meilleure amie de Marlène et elle a saisi le tribunal en affirmant que Darren était incapable de s'occuper de June en raison du deuil et de l'instabilité financière. Était-ce vrai? D'après ce que j'ai vu, oui. Darren était dans un sale état. Il buvait beaucoup, avait perdu son emploi et ne pouvait plus fonctionner. Vera est intervenue et l'a convaincu que c'était temporaire, le temps qu'il se remette sur pied. Mais ce n'était pas temporaire. Non, Vera a déposé une demande de tutelle permanente 3 mois plus tard. Darren ne l'a pas contesté. Silas a senti que les pièces du puzzle s'assemblaient. Et l'héritage de June? Tom a feuilleté d'autres papiers. Marlène a tout légué à June dans une fiducie. Maison, assurance vie, épargne, environ 400 000 $ au total. La banque gère tout cela jusqu'aux 18 ans de June. Mais Vera a accès aux frais légitimes de garde d'enfants. Qui contrôle ses dépenses? La banque est censée examiner les rapports trimestriels, mais à moins qu'il ne s'agisse d'une fraude manifeste, elle approuve généralement les demandes. Silas quitta le cabinet de l'avocat avec la dernière adresse et le numéro de téléphone connu de Darren. Il avait besoin de comprendre comment Vera avait convaincu un père d'abandonner sa fille. Il trouva Darren Mills vivant dans un parc à caravane près de Black Mountain, à 30 mètres d'Asheville. L'homme qui ouvrit la porte semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 ans depuis la mort de Marlène. Maigre, mal rasé, les yeux rougis par l'alcool ou les pleurs, ou les deux. Silu. Bon sang, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de te parler de June. Le visage de Darren se décomposa. Elle va bien? Il s'est passé quelque chose? Je peux entrer? La caravane était petite et encombrée, mais propre.
Darren débarrassa une chaise de cuisine des journaux et fit signe à Silu de s'asseoir. Je sais que... J'ai fait une bêtise, dit Darren avant que Silas ne puisse parler. Je sais que j'aurais dû me battre pour elle, mais après la mort de Marlène, je n'ai même pas pu prendre soin de moi. Vera disait que June avait besoin de stabilité, de l'influence d'une femme. Elle disait que je pouvais la voir quand je voulais, que ce n'était que temporaire. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Darren regarda ses mains. Il y a 8 mois, Vera disait que June avait du mal à s'adapter, que mes visites la troublaient. La rendaient triste. Elle disait qu'il valait mieux que je reste loin d'elle jusqu'à ce que June soit plus âgée. Et tu crois ça? Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour June. Vera semblait avoir tout prévu. Une belle maison, un bon travail. M'impliquer dans la communauté. Que pouvais-je offrir? Cet endroit? Mon problème d'alcool? Silu sortit son téléphone et montra à Darren les photos qu'il avait prises des bleus de June. C'est là que tu l'as laissé aller. Darren fixa les photos, le visage grisonnant. Oh, mon Dieu! Oh, Jésus! Que ai-je fait? Tu peux arranger ça, mais j'ai besoin que tu me dises exactement comment Vera t'a convaincu de renoncer à tes droits. Tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a promis. Pendant l'heure qui suivit, Darren parla. Vera l'avait progressivement isolé de June, utilisant son chagrin et sa culpabilité contre lui. Elle l'avait convaincu qu'il nuisait à June par sa présence, qu'un père aimant se retirerait pour son bien. Une tactique de manipulation classique. Silas avait vu des techniques similaires utilisées en guerre psychologique. Elle disait que Marlène voudrait que June ait une figure maternelle. Darren a terminé en disant que j'étais égoïste en m'accrochant. Avais-tu un avocat quand tu as signé les papiers de garde? Vera a dit que je n'en avais pas besoin. Elle a dit que ce n'était que des formalités administratives que nous pourrions modifier dès que je reprendrais ma vie en main. Tu dois appeler les services de protection de l'enfance. Silas a dit, dis-leur que tu as été contraint de renoncer à la garde, que tu t'inquiètes pour la sécurité de June. Vont-ils t'écouter? Peut-être. Ça dépend de ce que je peux trouver d'autre. Silas s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Darren, June pense que tu l'abandonnes. Que tu ne la veux pas, le visage de Darren s'est brisé. Je pense à elle tous les jours. J'aime cette petite fille plus que ma propre vie. Alors prouve-le. Aide-moi à l'éloigner de Vera. Le mercredi après-midi, Silas s'est rendu à la fondation communautaire d'Asheville, où Vera travaillait comme directrice du développement. Le bâtiment, élégant, en verre et en acier, était conçu pour impressionner les riches donateurs. Il a trouvé Vera dans son bureau, en train de discuter de demandes de subventions au téléphone. Elle lui a fait signe de s'asseoir sans interrompre sa conversation. Oui, Madame Henderson, on peut tout à fait structurer le don de cette façon. Pour les impôts, c'est même mieux. Les murs du bureau de Vera étaient couverts de photos d'elle lors d'événements caritatifs, serrant la main de politiciens et de chefs d'entreprises locaux. Une photo la montrait remettant un chèque à l'hôpital pour enfants. June se tenait à côté d'elle, vêtue d'une robe rose. Je termine cette photo. Le sourire de June semblait peint. Vera a terminé son appel et s'est tournée vers Silu avec son sourire professionnel. C'est une surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici, June? Bien sûr. Se sent-elle mieux? Elle semblait un peu mal en point quand tu es allé la chercher à l'école. Silas n'était pas allé chercher June à l'école. Vera cherchait des informations. Il faut qu'on parle de sa situation. Qu'en penses-tu? Les bleus, la peur, l'homme qui séjournait chez toi. Le sourire de Vera ne vacillait pas, mais une lueur froide traversa ses yeux. Je ne vois pas de quoi tu parles. June est maltraitée, Vera. Et tu le sais. C'est une accusation très grave. Silu, as-tu des preuves? J'ai des photos des bleus. J'ai le témoignage de June concernant l'homme qui n'est pas son père. June a 6 ans. Elle a une imagination fertile et a été traumatisée par la mort de sa mère. Les enfants de cet âge inventent souvent des histoires ou interprètent mal des situations normales. Vera se leva et se dirigea vers sa fenêtre donnant sur le parking. Tu sais, Silas, j'ai réfléchi. Ce n'est peut-être pas sain pour June de passer autant de temps avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme célibataire, sans famille, s'intéressant autant à une petite fille. On pourrait s'interroger sur tes motivations. La menace était claire.
Vera laissait entendre qu'il était un prédateur. Tu vas utiliser les accusations de June concernant le fonds fiduciaire contre moi. Je vais protéger June de quiconque pourrait lui faire du mal. C'est mon devoir en tant que tutrice. Vera retourna à son bureau et s'assit, les mains jointes calmement. Concernant la garde, le tribunal a ordonné la garde légale de Silas. Tu n'es qu'un oncle effrayant qui travaille avec le feu et le métal toute la journée. Qui penses-tu que les gens croiront? Les tribunaux croiront les preuves. Quelles preuves? Des photos qui auraient pu être prises n'importe où. Les souvenirs confus d'un enfant traumatisé. Bonne chance. Vera ouvrit un dossier sur son bureau et le congédia. Je pense qu'il est préférable que tu limites tes contacts avec June pour son bien. Et si tu continues à interférer, je serai obligé d'intenter une action en justice. Silas se leva lentement. Tu crois avoir tout compris? Je sais que oui. Silu se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Vera. Elle leva les yeux. Tu as encore blessé cette petite fille. Et tu me répondras. Est-ce une menace? C'est une promesse. Silas quitta son bureau et traversa le hall de la fondation, passant devant les photos de familles heureuses recevant de l'aide. Mais il ne pensait pas aux œuvres caritatives ni aux menaces de poursuites judiciaires. Il pensait au regard satisfait de Vera lorsqu'elle l'avait traité de bizarre. À l'assurance dans sa voix lorsqu'elle avait rejeté ses preuves. Vera se croyait intouchable, que sa position et ses relations la rendaient invulnérable. Elle était sur le point de comprendre à quel point elle avait tort. Jeudi matin, Silas était assis dans le bureau de la conseillère d'orientation de l'école élémentaire Jefferson. Kendra Trujillo avait la trentaine, le regard fatigué, car elle avait vu trop d'enfants brisés. Je ne peux pas parler d'élèves en particulier, dit-elle, mais je peux parler de schémas comportementaux généraux qui nous préoccupent. Hypothétiquement, dit Silu. Hypothétiquement, dit Kendra en se renversant dans son fauteuil. Lorsqu'un enfant présente des changements de comportement soudains, une anxiété accrue, une régression de ses compétences scolaires ou sociales, nous le documentons. Mais documenter ne signifie pas agir. Que faudrait-il pour agir? Des preuves évidentes de maltraitance ou de négligence. Dossiers médicaux montrant des blessures inexpliquées. Témoignages d'adultes ou révélation directe de l'enfant à un rapporteur obligatoire. Et si le tuteur sait dissimuler les faits? Le visage de Kendra s'assombrit. Puis l'enfant souffre pendant que nous suivons le protocole. Silu sortit son téléphone et lui montra les photos des bleus de June. Voici ma nièce. Kendra examina attentivement les images. Elles correspondent à des marques de mains d'adultes. Quand ont-elles été prises? Mardi. June révélait l'auteur de ses blessures. Elle dit que c'est sa faute si elle a mis quelqu'un en colère. Kendra hocha la tête d'un air sombre. Conditionnement classique. L'agresseur convainc l'enfant qu'il mérite la punition. Pouvez-vous m'aider? Je peux documenter tout comportement inquiétant que j'observe à l'école. Je peux déposer un rapport aux services sociaux si June fait une révélation ou si je suis témoin de maltraitance, mais je ne peux pas vous croire sur parole, même avec des photos. Qu'en est-il de l'état émotionnel de June? J'ai pris des notes. Anxiété accrue. Demande fréquente de visite à l'infirmerie. Difficulté de concentration. Elle demandait à rester après l'école, hésitant à rentrer. Silas sentit sa mâchoire se serrer. June demandait de l'aide de la seule façon qu'elle connaissait. Il y a autre chose, dit Kendra doucement. June a fait des dessins perturbants en cours d'art plastique. Des silhouettes sombres, des maisons avec des monstres à l'intérieur. Madame Patterson, son enseignante, est inquiète. Pouvez-vous partager ces dessins si je dépose un rapport aux services sociaux? Oui. Ils font partie de l'enquête. Faites-le. J'ai besoin de plus que des photos prises par un membre de la famille, Monsieur Maddox. Le système est conçu pour empêcher les fausses accusations, même lorsqu'un enfant est blessé, surtout lorsqu'une fois l'enquête des services sociaux terminée et les preuves insuffisantes, il devient beaucoup plus difficile de les impliquer à nouveau. Silu comprit qu'il n'avait qu'une seule chance. Il fallait que ce soit infaillible. Et si je pouvais convaincre June de vous le dire directement? Si elle me dit que quelqu'un lui fait du mal, je suis légalement tenu de le signaler immédiatement. Cet après-midi-là, Silas est allé chercher June à l'école et l'a emmené manger une glace au Dreamland Barbecue. Tandis qu'elle mangeait sa coupe glacée, il la questionna doucement. Madame Trujillo a l'air gentille.
June hocha la tête. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison. Que lui as-tu dit? Que tout va bien. La voix de June était neutre. Tout va toujours bien, June. Si quelqu'un te faisait du mal, tu pourrais le dire à Madame Trujillo. Elle t'aiderait. June leva les yeux de sa glace. Tu ne peux pas m'aider? J'essaie, mais j'ai besoin que tu dises la vérité sur ce qui se passe. Je t'ai dit que c'était ma faute. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est jamais ta faute quand un adulte fait du mal à un enfant. June resta silencieuse un long moment. Ronin dit, si j'en parle à quelqu'un, il te fera du mal aussi. Ronin, enfin un nom. Qui est Ronan? L'ami de June Vera. Il vit avec nous maintenant. C'est Ronan qui t'a attrapé le bras? June hocha la tête à contre-cœur, tout en te faisant du mal d'autre manière. Le visage de June devint blanc. Elle repoussa sa glace. Je veux rentrer chez toi. Ce soir-là, Silu a appelé Hank Wilson. Il a trouvé des informations intéressantes sur Vera Palmer. Hank a dit qu'elle était officiellement clean. Pas de casier judiciaire, un bon dossier de crédit, un historique professionnel solide, mais elle sortait avec un certain Ronan Pierce depuis environ 6 mois. Parlez-moi de Ronin. C'est là que ça devient intéressant. Ronin a un casier judiciaire juvénile scellé et 2 condamnations pour délits mineurs dans le Tennessee. Agression et possession. L'agression était une violence conjugale, mais la victime est revenue sur ses déclarations. Pourquoi son casier judiciaire juvénile est-il scellé? Ça pourrait être n'importe quoi, mais vu son comportement d'adulte, c'est probablement lié à la violence. Pouvez-vous en savoir plus? Je peux essayer, mais les casiers judiciaires sont scellés pour une raison. Après avoir raccroché, Silas a rappelé les services de protection de l'enfance. Il a fait part de ses inquiétudes concernant la sécurité de June, a mentionné les bleus et les changements de comportement. L'assistante sociale a promis d'envoyer quelqu'un sur place dans les 48 heures. Puis Silas a commencé sa propre documentation. Il a installé une caméra sur la table de sa cuisine et a demandé à June de raconter son histoire en vidéo. Pas seulement à cause des bleus, mais aussi de la peur de rentrer chez elle, de la colère de Ronin, de son sentiment que tout était de sa faute. La vidéo était déchirante. La petite voix de June décrivant des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre, mais c'était aussi une preuve. Si le système ne la protégeait pas, Silas montrait son propre dossier. Vendredi matin, Janet Mills, une assistante sociale des services sociaux, est arrivée chez Vera, sur Blackwood Lane. Silas le savait, car il était garé de l'autre côté de la rue, à surveiller. Vera a ouvert la porte, vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon noir, avec l'allure d'une tutrice professionnelle. Elle a accueilli Janet avec un sourire chaleureux. La visite a duré 45 minutes. Lorsque Janet est sortie, elle riait d'une remarque de Vera. June est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe rose impeccable, les cheveux soigneusement tressés. Elle a fait un signe d'adieu à l'assistante sociale, comme une enfant heureuse, en lui disant que le pick-up de Ronan était introuvable. Cet après-midi-là, Silu a reçu un appel de Janet Mills. Monsieur Maddox, j'ai visité la maison des Palmer ce matin. June semble en bonne santé et bien soignée. Madame Palmer est manifestement dévouée au bien-être de l'enfant. Je n'ai trouvé aucune trace de maltraitance ou de négligence. Avez-vous interrogé June au sujet des bleus? Quels bleus? L'enfant n'avait aucune blessure visible. Silu a fermé les yeux. Avez-vous parlé à June seule à seule? J'ai essayé, mais June est très timide. Elle est restée près de Mademoiselle Palmer tout au long de la visite. C'est un comportement normal pour les enfants qui ont vécu un traumatisme, comme la perte d'un parent. Avez-vous posé des questions sur Ronan Pierce? Mademoiselle Palmer a mentionné qu'elle fréquentait quelqu'un, mais qu'il n'était pas présent. Elle a dit qu'il était très bien avec June, que June appréciait avoir une figure paternelle. Janet, cet enfant est maltraité. Monsieur Maddox, je comprends vos inquiétudes, mais je n'ai trouvé aucune preuve pour étayer cette allégation. Mademoiselle Palmer a la garde légale, un environnement familial stable, et June semble s'épanouir. Après que Janet ait raccroché, Silas a rappelé Hank. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Ronan Pierce. Son parcours professionnel, ses adresses, ses associés, tout. Ça commence à coûter cher, mon pote. Peu importe le prix. 2 jours plus tard, Hank a remis un rapport complet. Ronan Pierce,
38 ans, avait vécu dans 3 États différents au cours des 10 dernières années. Il avait été licencié de 2 emplois pour problèmes de gestion de la colère et avait l'habitude d'emménager avec des femmes riches ou fortunées. Un comportement de prédateur classique. Hanks disait cibler les femmes vulnérables, isolées, aisées, comme une veuve élevant l'enfant de quelqu'un d'autre. Exactement. Et regardez ça. Dans le Tennessee, il a fait l'objet d'une enquête pour maltraitance infantile, mais n'a jamais été inculpé. La mère est revenue sur ses déclarations et a déménagé. Pouvez-vous la retrouver? Je l'ai déjà fait. Amy Shinn, qui vit maintenant à Portland, s'est remariée, essayant de tourner la page sur son passé. Silu a appelé Amy ce soir-là. Il a fallu 3 conversations avant qu'elle accepte de parler. Et seulement après que Silas lui ait expliqué qu'un autre enfant était en danger. Ronan a été charmant au début, a dit Amy. Serviable, encourageant, tout ce dont j'avais besoin après mon divorce. Mais une fois qu'il a emménagé, les choses ont changé. Il avait un caractère colérique, surtout après avoir bu, et il n'aimait pas que mon fils pose des questions ou fasse du bruit. A-t-il blessé votre fils? Un long silence. Tyler avait des bleus. Ronan a dit qu'il était maladroit. Que les garçons de cet âge tombent toujours. Mais les bleus étaient à des endroits qui n'étaient pas logiques pour des accidents. Pourquoi ne l'as-tu pas signalé? Je l'ai fait. Mais Ronan m'a convaincu de dire que j'avais tort, que j'étais juste paranoïaque à cause de mon divorce. Il a dit que si je détruisais sa réputation avec de fausses accusations, il me poursuivrait en justice pour tout ce que j'avais, alors tu as déménagé. C'était plus facile. Tyler était assez jeune pour oublier de tout recommencer. Mais je me suis toujours demandé ce qu'il adviendrait de la prochaine femme, du prochain enfant. Après l'appel, Silas était assis dans son atelier, les yeux fixés sur la forge. Les charbons étaient rougeoyants, prêts à façonner le métal selon ses désirs. Ronan Pierce était un prédateur qui passait de famille en famille, laissant derrière lui des enfants brisés. Le système ne pouvait l'atteindre, car il était assez intelligent pour brouiller les pistes et manipuler ses victimes. Mais Silas n'était pas le système. Ses règles étaient différentes. Lundi matin, Silas rencontra à nouveau Tom Bradley. Cette fois, il voulait consulter les documents du fonds fiduciaire de June. Je peux demander les rapports trimestriels à la banque, dit Tom. En tant que cadre de Marlène, j'ai le droit d'examiner la gestion de l'héritage de June. Faites-le. Les rapports arrivèrent mercredi après-midi. Silas les étala sur la table de conférence de Tom et commença à chercher des schémas. Ce qu'il découvrit le fit bouillir de rage. L'année dernière, Vera avait déclaré des frais de cours particuliers, d'orthophonie et de thérapie comportementale. Elle avait également déclaré des frais de rénovation domiciliaire pour créer un environnement plus sûr pour June et des demandes d'inscription dans des écoles privées. Mais Silas savait que June fréquentait l'école publique et il n'avait jamais vu la moindre trace de cours particuliers ou de thérapie. Cela semble frauduleux, dit Tom en examinant les reçus. En tête générique. Aucune information concernant les prestataires de services. Pouvons-nous le prouver? Si nous pouvons démontrer que les services n'ont jamais été fournis, oui, il s'agit d'un vol dans le fonds fiduciaire d'un mineur. Quelle est la sanction? Accusation criminelle, perte automatique de la garde et restitution intégrale du fonds fiduciaire. Silas éprouva une satisfaction sombre. Enfin, un moyen de pression. Il y a plus, poursuivit Tom. D'après ces rapports, des frais de tutelle mensuels de $2000 ont été prélevés. Ce n'est pas courant pour les tutelles familiales. Est-ce légal? Seulement si le tribunal l'approuve, et il n'y a aucune trace d'une telle approbation dans le dossier de June. Cela signifiait que Vera volait l'héritage de June depuis plus d'1 an. $24 000 de frais non autorisés, plus ce qu'elle prétendait pour de faux services. J'ai besoin de copies de tout, dit Silu. Qu'est-ce que tu prévois? Monter un dossier. Cet après-midi-là, Silas se rendit à l'adresse indiquée pour Bright Future Tutoring sur l'une des notes de frais de Vera. C'était un immeuble de bureau vacant avec une pancarte, Flea, à la fenêtre. Il essaya l'adresse de Mountain View Speech Therapy. Un autre bâtiment vide. New Down Behavioral Service se révéla être une sandwicherie Subway. Vera avait créé tout un réseau de fausses entreprises pour justifier le vol de l'héritage de June. La femme était méthodique. Il le lui accordait. Mais elle avait aussi été négligente. Les adresses étaient erronées. Les numéros de téléphone étaient coupés.
Elle comptait sur le fait que la banque ne prendrait pas la peine de vérifier ses déclarations. Ce soir-là, Silas appela le service fiduciaire de la banque et demanda un rendez-vous avec le gestionnaire du fonds. « J'ai des inquiétudes concernant des demandes de remboursement frauduleuses, dit-il au gestionnaire, un homme nerveux nommé Davison. Toutes les dépenses sont examinées et approuvées selon nos procédures standards. Vos procédures standards approuvent les paiements à des entreprises qui n'existent pas. Silu montra à Davison les photos des bâtiments vacants, les numéros de téléphone coupés, les faux reçus. Le visage de Davison pâlit. Nous allons devoir procéder à un audit complet. Combien de temps cela prendra-t-il? Plusieurs semaines, peut-être plus. Pendant ce temps, June loge chez quelqu'un qui lui vole son héritage. Monsieur Maddox, je comprends votre frustration, mais nous avons des protocoles. Vos protocoles protègent un voleur. Silu rassembla ses papiers et se leva pour partir. Lorsque votre audit confirmera ce que je vous ai montré, appelez-moi. La sécurité de June prime sur vos procédures. Jeudi matin, Silu a reçu un appel du directeur Williams de l'école élémentaire Jefferson. Monsieur Maddox, j'ai reçu des allégations inquiétantes concernant votre relation avec June. Je pense qu'il faut qu'on parle. Silu serra les dents. Vera avançait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Je suis dans le bureau de Williams. Silas faisait face à un cercle d'adultes inquiets. La directrice, Kendra Trujillo, et une femme qu'il ne reconnaissait pas. Voici l'inspectrice Sarah Rodriguez. Williams a dit qu'elle enquêtait sur des signalements de contacts inappropriés entre vous et June. Quel genre de signalement? Rodriguez a consulté ses notes. Mademoiselle Palmer a exprimé des inquiétudes concernant votre comportement. Prendre des photos de June sans autorisation, la garder pour la nuit sans autorisation, lui poser des questions inappropriées sur sa vie familiale. Je suis son oncle. Cela ne vous donne pas le droit d'interroger un enfant ni d'interférer avec sa garde. Silas sentait le piège se refermer sur lui. Vera avait transformé ses tentatives de protéger June en preuve d'un comportement prédateur. Inspecteur, avez-vous vu les bleus sur les bras de June? Mademoiselle Palmer les lui a expliqués. June est tombée de vélo. Les enfants de cet âge ont toujours des coups et des égratignures. June n'a pas de vélo. Selon Madame Palmer, June roulait sur le vélo d'un voisin sans autorisation. Gênée d'avoir des ennuis, elle a menti sur la cause des blessures. Vera avait réponse à tout. Elle avait anticipé ses mouvements et les avait parfaitement contrés. Je veux voir June, dit Silas. Ce ne sera pas possible, rétorqua Rodriguez. Mademoiselle Palmer a demandé que tout contact entre vous et June soit supervisé, ce qui compromet l'issue de cette enquête. Enquête sur quoi? Mise en danger potentielle d'enfants et interférence avec la garde. Silas se leva pour partir. Inutile de discuter avec des gens qui avaient déjà décrété qu'il était le problème. Mais alors qu'il atteignait la porte, Kendra Trujillo prit la parole. Inspecteur Rodriguez, avez-vous parlé directement à June de ces allégations? L'enfant est trop jeune pour comprendre la nature des relations entre adultes. Mademoiselle Palmer estime qu'il serait traumatisant de la soumettre à un interrogatoire. D'après mon expérience, les enfants savent très bien discerner qui les rassure et qui les en empêche. L'expression de Rodriguez le réconforta. Remettez-vous en question mon jugement, mademoiselle Truot? Je me demande pourquoi nous enquêtons sur le seul adulte en qui June a confiance au lieu de chercher pourquoi elle a peur de rentrer chez elle. Après le départ de Rodriguez, Kendra raccompagna Silu jusqu'à son camion. Ce n'est pas fini, dit-elle doucement. Je surveille June depuis des semaines. Cet enfant a peur de quelque chose, et ce n'est pas vous. Pouvez-vous m'aider? Je fais ce que je peux, mais vous devez être prudente. Vera monte un dossier contre toi. Ce soir-là, Silu a rappelé Hank. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose qui pourrait ne pas être tout à fait légal. Quel genre de pas tout à fait légal? J'ai besoin d'informations sur le passé de Ronan Pierce. Ces informations scellées ou cachées qui pourraient me coûter mon permis. La vie d'une petite fille est en jeu. Hank est resté silencieux un long moment. Je vais voir ce que je peux faire. Le lendemain matin, Silas a trouvé des tracts collés sur des boîtes aux lettres dans tout le quartier de Vera. Les tracts comportaient la photo de Ronan et un message simple. Connaissez-vous cet homme? Condamné pour violence conjugale dans le Tennessee, il vit actuellement à Blackwoodland et a accès aux enfants. Si vous avez des informations sur les activités de Ronan Pierce,
veuillez contacter la police d'Asheville. Silu en avait imprimé 500 exemplaires et les avait distribués lui-même. Il travaillait avant l'aube pendant que le quartier dormait à midi. Vera l'appelait. Espèce de malade. Sifflatait-elle au téléphone. Comment oses-tu répandre des mensonges sur Ronan? Tout ce qui est écrit sur ce prospectus est un fait avéré. Vous essayez de détruire la réputation d'un innocent. Je mets en garde la communauté contre un prédateur. J'appelle mon avocat. C'est du harcèlement, de la diffamation, du harcèlement criminel. Appelle qui tu veux, Vera. Mais chacun a le droit de savoir qui habite dans son quartier. Cet après-midi-là, 3 voisins ont appelé la police au sujet de Ronan. L'un l'avait vu crier sur un enfant dans son jardin. Un autre avait remarqué une femme couverte de bleu qui récupérait le courrier dans sa boîte aux lettres. Le soir, les voitures de patrouille circulaient de plus en plus fréquemment dans Blackwood. L'image parfaite de Vera commençait à se fissurer. Samedi soir, June est allée se coucher pour la 3e fois de la semaine. Silu l'a trouvée assise par terre dans la salle de bain à 2 heures du matin, pleurant en silence. « Dis donc, ma puce, dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. Les accidents arrivent. Je suis désolé, murmura June. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. On va te nettoyer. Tandis que Silas l'aidait à enfiler un pyjama propre, il remarqua de nouveaux bleus sur son dos. Des marques en forme de doigts qui semblaient indiquer que quelqu'un l'avait saisi brutalement. June, qui t'a fait du mal? Elle secoua la tête avec frénésie. Personne. Je suis tombé. On dirait que ce ne sont pas des bleus qui tombent. June se mit à pleurer plus fort. Je ne sais pas. Il a dit qu'il te ferait du mal si je le disais. Qui a dit ça? Ronan. Il a dit que si je te parlais de nos affaires, il viendrait chez toi et te ferait du mal comme il m'a fait du mal. Silu sentit la glace se former dans ses veines. Comment t'a-t-il fait du mal, June? Il est entré dans ma chambre, murmura-t-elle. La semaine dernière, pendant la réunion de Vera, il a dit qu'il voulait prendre de mes nouvelles, s'assurer que je dormais. Bon. Que s'est-il passé ensuite? La voix de June devint si basse. Silas avait du mal à l'entendre. Il s'est assis sur mon lit. Il a touché mes cheveux et a dit que j'étais jolie comme ma mère. Puis il a mis sa main sous ma couverture. La vision de Silas est devenue rouge. T'a-t-il touché ailleurs? Il a essayé, mais j'ai fait semblant de dormir, puis Vera est rentrée et il est parti. June, écoute-moi. Ce que Ronan a fait était mal. Ce n'est pas ta faute et tu n'auras pas d'ennui pour me l'avoir dit. Mais il a dit, Ronan a menti. Il ne peut plus me faire de mal et il ne peut plus te faire de mal. Je te le promets. June leva les yeux vers lui avec un espoir désespéré. Vraiment? Vraiment? Mais j'ai besoin que tu racontes à Madame Trujillo ce que tu viens de me dire. Peux-tu faire ça? June a hoché la tête. Seras-tu là? J'arrive tout de suite. Dimanche matin, Silas a appelé Kendra Trujillo chez elle. 1 heure plus tard, ils étaient assis dans sa cuisine pendant que June racontait à nouveau son histoire. Kendra a tout enregistré sur son téléphone, notant soigneusement les dates et les détails. Quand June a terminé, le visage de Kendra était sombre. « Chérie, tu as été très courageuse de nous dire ça », a-t-elle dit à June. « Ce que Ronan a fait était mal, et ce n'est pas ta faute. »« Vas-tu appeler la police ?» a demandé Silu. « Je suis tenu de signaler cela immédiatement. Les services de protection de l'enfance enquêteront et l'inspecteur Rodriguez devra interroger June. Rodriguez pense que je suis le problème. Plus maintenant. Cela change tout. 7. Après-midi là, June a fait sa déposition à un enquêteur spécialisé dans les victimes mineures. L'interrogatoire a été enregistré au centre de protection de l'enfance en présence de Kendra, qui accompagnait June. Soir. Un mandat d'arrêt avait été émis contre Ronan Pierce. Lundi matin, Silas travaillait dans un magasin lorsqu'Hank Wilson a appelé. « Il faut que tu vois quelque chose », a dit Hank. « Tu te souviens de la vérification des antécédents de Vera ? » J'ai continué à fouiller. « Que as-tu trouvé ? » Retrouve-moi au restaurant Murphy's dans 20 minutes. Silu a trouvé Hank dans une banquette arrière, l'air d'avoir découvert un trésor enfoui. Vera Palmer ne se contente pas de voler le fonds fiduciaire de June.
Hank a dit qu'elle menait une arnaque à grande échelle. Il a glissé un dossier en papier craft sur la table. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des documents fiscaux et des documents financiers qui ont fait tourner la tête de Silu. Elle a 3 comptes chèques distincts sous différentes variantes de son nom. Vera Palmer, VL Palmer, Vera Lynn Palmer Jones. Elle transfère de l'argent entre eux pour dissimuler ses traces. Transférer quel argent? Vous vous souvenez de cette fondation caritative pour laquelle elle travaille? Il s'avère qu'elle détourne leurs dons depuis 2 ans. De petites sommes. Rien qui ne déclencherait un audit, mais ça s'accumule. Silu a étudié les relevés bancaires. Combien? Environ 60 000 $ de la fondation. 40 000 $ supplémentaires du trust de June, plus ce qu'elle vole à d'autres sources. Quelles autres sources? Hank sourit. C'est ça qui est beau. Vera dirige une entreprise secondaire appelée Mountain Hearts Children's Charity. Elle prétend aider les enfants défavorisés des Appalaches. Son site web est très touchant. Plein de photos d'enfants tristes. Laissez-moi deviner, l'association n'existe pas. Oh, elle existe. Légalement constituée, exonérée d'impôts, tout le tralala. Mais rien de l'argent ne sert à aider les enfants. Tout va sur les comptes personnels de Vera. Comment as-tu trouvé ça, Ronan Pierce? Il s'avère qu'il l'aidait avec l'informatique, la création de faux sites web, la gestion des dons en ligne, la création de faux documents. J'ai trouvé des emails entre eux évoquant leur partenariat commercial. Silu a senti que les pièces du puzzle se mettaient en place. C'est pour ça qu'elle le garde. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une entreprise criminelle. Exactement. Et voilà le hic, il prévoit de quitter la ville. J'ai trouvé des réservations de voyage pour le mois prochain. 2 billets aller simples pour le Costa Rica. Ils vont prendre June ou l'abandonner. Quoi qu'il en soit, ils ont d'abord vidé son fonds fiduciaire. Hank a sorti une clé USB. Elle contient tout. Relevé bancaire, email, réservation de voyage, faux documents commerciaux, tout ce qu'il faut pour les enterrer tous les deux. Silu a empoché la clé. Comment as-tu eu ça? Tu ne veux pas le savoir, mais tout est recevable au tribunal s'il est obtenu par les voies officielles. Ce qui signifie que tu dois transmettre ces informations au FBI. Fraude financière transfrontalière utilisant Internet pour monter des escroqueries caritatives. C'est de compétence fédérale. Cet après-midi-là, Silas a rencontré l'agent du FBI Patricia Valdez au bâtiment fédéral d'Asheville. Il a présenté les preuves méthodiquement, expliquant comment Vera avait accédé au fonds fiduciaire de June et utilisé sa position à la fondation communautaire pour voler auprès de multiples sources. C'est très complet, a déclaré l'agent Valdez en examinant les documents. Comment avez-vous obtenu ces documents? Un détective privé que j'ai engagé a découvert des incohérences dans les informations accessibles au public. Il a suivi les traces écrites. Nous devrons tout vérifier indépendamment, mais cela nous donne suffisamment d'informations pour des mandats de perquisition. Combien de temps cela prendra-t-il pour des crimes financiers aussi complexes? Plusieurs jours au minimum. Agent Valdez, il y a une fillette de 6 ans dans cette maison avec un homme qui abuse d'elle sexuellement. Combien de temps avant de pouvoir la faire sortir? Le mandat d'arrêt contre Ronan Pierce est déjà actif. Nous allons nous coordonner avec la police locale pour l'arrêter ce soir. Et Vera. Une fois les preuves financières confirmées, elle sera également arrêtée. Mais ces choses-là prennent du temps. Silas quitta le bâtiment fédéral avec l'impression de courir contre la montre. Vera et Ronan prévoyaient de quitter le pays dans 3 semaines. S'ils se rendaient compte que les forces de l'ordre se rapprochaient, ils pourraient accélérer leur échéance ou décider que June était une trop lourde responsabilité pour eux. Mardi soir, Silas se rendit chez Vera, sur Blackwood Lane. Il appela à l'avance et lui dit qu'il devait parler de l'avenir de June. Vera avait accepté de le rencontrer, pensant probablement pouvoir le manipuler une fois de plus en lui disant que le camion de Ronan était garé dans une allée. Parfait. Silas voulait qu'ils entendent tous les deux ce qu'il avait à dire. Vera ouvrit la porte dans sa tenue professionnelle, son faux sourire figé. Silu, entre. June fait ses devoirs à l'étage. Le salon ressemblait à une page de magazine. Tout était propre et bien rangé, conçu pour impressionner les assistantes sociales et les juges. Mais Silas remarqua le pêne dormant de la porte de la chambre de June, installée de l'extérieur. « Où est Ronan ?» demanda-t-il. « Dans la cuisine. Voulez-vous un café ?»
Non. Vera s'assit dans son fauteuil préféré. Celui qui la plaçait face à la lumière, ce qui rendait son expression difficile à déchiffrer. Un truc qu'elle avait probablement appris en travaillant pour une association caritative. J'ai repensé à notre conversation de la semaine dernière, dit-elle. J'ai peut-être été trop hâtive en limitant tes visites à June. La famille est importante. Oui, c'est vrai. Je sais que tu as à cœur le bien-être de June. Nous le pensons tous les deux. On pourrait peut-être trouver un emploi du temps qui convienne à tout le monde. Ronin sortit de la cuisine, une bière à la main. Il était plus grand que Silu ne l'avait imaginé, avec une carrure due au travail manuel et aux stéroïdes. Mais il y avait quelque chose de doux dans ses yeux, le regard d'un homme qui n'a jamais eu à subir de véritables conséquences. « Alors, tu es l'oncle » dit Ronan en s'installant sur le canapé. « Vera m'a beaucoup parlé de toi. J'en suis sûr. Elle dit que tu as rempli la tête de June d'histoire, ce qui lui fait peur de rentrer. » Silu regarda Vera. « C'est bien ce que tu lui as dit ? » June fait des cauchemars, dit Vera d'une voix douce. Elle se réveille en parlant de monstres et d'hommes mauvais. Les enfants gèrent un traumatisme de manière étrange. Quel genre de traumatisme ? Perdre sa mère, s'adapter à une nouvelle structure familiale. Ça a été difficile pour elle. Silu sortit son téléphone et s'assit sur la table basse. J'ai enregistré ma conversation avec Amy Chin à Portland. Tu te souviens d'Amy ? Ronin ? La mère de Tyler ? La bière de Ronan s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle m'a parlé des bleus sur les bras de Tyler. De la façon dont tu l'as convaincu que c'était sa faute à cause de sa paranoïa. Amy est une menteuse, dit Ronan. Mais sa voix avait changé. L'arrogance désinvolte avait disparu. Elle est aussi prête à témoigner de ton comportement. Vera se pencha en avant. Silas, que veux-tu dire exactement ? Je suppose que vous savez tous les deux exactement ce que vous avez fait à June. Et je suppose que tu as un choix à faire. Silas se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le quartier tranquille. Des familles normales menant une vie normale, ignorant les monstres d'Aak sans grave côté. Tu peux me faire face, dit-il sans se retourner. Ou tu peux faire face au fisc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Vera. Ça veut dire que je suis au courant pour l'association caritative pour enfants Mountain Hat. Je suis au courant des fausses notes de frais pour le fonds fiduciaire de June. Je suis au courant de l'argent que tu as détourné de la fondation communautaire. Le silence derrière lui était lourd d'une peur soudaine. Mais tu ne sais rien, dit Vera, mais sa voix tremblait maintenant. Silas se retourna pour leur faire face. Ronin fixait Vera d'un regard qui laissait entendre qu'elle lui avait promis que cela n'arriverait pas. Je suis au courant des comptes bancaires sous différents noms. Je suis au courant des réservations de voyage au Costa Rica. Je suis au courant des emails concernant votre partenariat commercial. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Ronin dit, je n'ai pas à le prouver. Le FBI le fera lorsqu'il exécutera ses mandats de perquisition. Le visage de Vera devint blanc. Tu bluffes. Vraiment ? Silu se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Tu as 3 jours pour décider. Rends-toi et coopère, ou attends que les agents fédéraux frappent à la porte. Quoi qu'il en soit, June rentre avec moi ce soir. Tu ne peux pas l'emmener comme ça, protesta Vera. Surveille-moi. J'appelle la police. Vas-y, renseigne-toi sur le mandat d'arrêt contre Ronin. Renseigne-toi sur l'enquête fédérale sur ta fraude caritative. Silu monta les escaliers jusqu'à la chambre de June. Elle était assise sur son lit, encore en tenue d'école, faisant semblant de lire un livre, mais ses yeux étaient fixés sur la porte, écoutant chaque mot venant d'en bas. Oncle C. Dis donc, ma puce. Prends tes affaires. Tu rentres avec moi. June ne posa pas de questions. Elle prit son sac à dos et le remplit de vêtements et de jouets. Alors qu'ils descendaient, Vera et Ronin se disputaient à voix basse dans la cuisine. June, appela Vera d'une voix artificiellement claire. Où vas-tu, ma puce ? À la maison, dit doucement June. C'est ta maison. June regarda Vera avec une expression bien trop vieille pour ses 6 ans. Non, ce n'est pas le cas. Silas conduisit June chez lui en silence. Dans le rétroviseur, il vit Vera et Ronin debout dans l'embrasure de la porte, les regardant partir dans 3 jours.
C'est tout ce qu'ils avaient à courir avant que les murs ne se referment complètement. Vera crut à un bluff jusqu'au moment où les agents fédéraux encerclèrent sa maison. Silas était dans son atelier mercredi soir lorsque son téléphone sonna. La voix de l'agent Valdez était nette et professionnelle. Nous avons exécuté des mandats de perquisition sur les 2 propriétés. Vera Palmer et Ronan Pierce sont en garde à vue. Tous les 2. Pierce a été interpellé dans un bar du centre-ville. Complètement ivre, il a résisté à son arrestation. Palmer était chez elle en train d'essayer de supprimer des fichiers de son ordinateur quand nous sommes arrivés. Avez-vous trouvé des preuves? Des montagnes. Des relevés financiers, des communications entre Palmer et Pied, de faux documents pour l'arnaque à la charité, plus des preuves matérielles de maltraitance infantile. Quel genre de preuves matérielles? Caméra cachée dans la chambre de June. On dirait que Pierce créait de la pornographie juvénile. Silas sentit sa vision se rétrécir. S'il avait été dans cette maison quand ils ont trouvé ces caméras, Ronan Pierce n'aurait jamais été en prison. Monsieur Maddox, vous êtes toujours là? Oui. Que se passe-t-il maintenant? Pierce est détenu sans caution. Plusieurs accusations fédérales, plus les chefs d'accusation de maltraitance d'enfants. L'audience de mise en liberté sous caution de Palmer a lieu demain, mais vu le risque de fuite et les preuves que nous avons trouvées, je suppose qu'elle se verra également refuser la libération sous caution. En juin, les services de protection de l'enfance devront mener leur propre enquête. Mais compte tenu des circonstances et de votre lien avec l'enfant, je ne vois aucun obstacle à ce que vous conserviez la garde. Après avoir raccroché, Silas monta à l'étage pour prendre de ses nouvelles. Elle dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, sa respiration était régulière et calme, et sur la table de nuit à côté de son lit se trouvait un dessin qu'elle avait fait l'après-midi. Il représentait 2 bonhommes allumettes se tenant la main devant la maison, l'un grand, l'autre petit, tous 2 souriants. En dessous, de son écriture soignée de 6 ans, elle avait écrit « Ma famille ». Le procès a duré 3 semaines. Silas était présent chaque jour, observant les procureurs exposer l'étendue des crimes de Vera et Ronan. Vera Palmer a été reconnue coupable de 14 chefs d'accusation fédéraux, dont fraude électronique, fraude caritative, vol de fonds fiduciaires et complot. Le juge l'a condamnée à 12 ans de prison fédérale et à une réparation intégrale à toutes les victimes. Madame Palmer, a déclaré le juge lors de la détermination de la peine, vous avez exploité la confiance placée en vous par des familles en deuil et des enfants vulnérables. Vous avez transformé des institutions d'aide sociale en véhicules de votre propre enrichissement. Le tribunal ne trouve aucune circonstance atténuante justifiant la clémence. Ronan Pied a plaidé coupable d'abus sexuels sur mineurs, de création de pornographie juvénile et de complot. Il a été condamné à 25 ans de prison ferme. Darren Mills a témoigné contre les 2 accusés, décrivant comment Vera l'avait manipulé pour lui céder ses droits parentaux. Après le procès, il signa officiellement les papiers, mettant fin définitivement à sa relation avec June. Je l'ai trahi une fois, dit-il à Silu devant le tribunal. Je ne recommencerai plus. Vous êtes une famille maintenant. Kendra Trujillo fut promue directrice des services aux familles du comté de Buncombe. Sa première initiative fut un nouveau protocole exigeant des visites inopinées des services sociaux et une formation obligatoire au signalement pour tout le personnel scolaire. L'affaire June nous a appris que les prédateurs sont souvent ceux qui ont l'air les plus respectables, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Nous devons voir au-delà des apparences et écouter ce que les enfants nous disent, même lorsqu'ils ne peuvent pas le dire directement. La Fondation communautaire a licencié l'ensemble de son conseil de surveillance financière et mis en place de nouvelles procédures d'audit. Elle a également créé le fonds commémoratif Marlene Mills pour soutenir les associations caritatives pour enfants de Western North Carolina. 6 mois plus tard, Silas apprenait à June à forger un petit couteau dans son atelier. Elle se tenait sur une boîte en bois à côté de l'enclume, tenant la pince pendant qu'il guidait le marteau. Le métal chaud bouge plus facilement que le métal froid, expliqua-t-il. Mais il faut être patient. Si tu précipites le processus, tu abîmeras la lame. Tu aimes cuisiner? Demanda June. Exactement comme cuisiner. Elle était différente maintenant. Toujours calme, mais pas craintive. Toujours prudente, mais pas paranoïaque. Les cauchemars avaient cessé, remplacés par des rêves de choses normales d'enfants, comme des terrains de jeu et des chiots, qu'elle avait commencé à appeler papa au lieu d'oncle C. Cela s'était fait progressivement, naturellement, jusqu'au jour où elle lui avait demandé de signer un formulaire scolaire sous le nom de June Maddox au lieu de June Palmer.
Mais est-ce que je peux vraiment être une Maddox, avait-elle demandé. Tu le es déjà, lui avait-il dit. Hank Wilson remonta l'allée, portant 2 bières et un sac de plats à emporter du Murphy's dîner. Comment va l'élève en ferronnerie, demanda-t-il à June. J'ai fabriqué un clou de fer à cheval, dit-elle fièrement en brandissant sa création tordue. C'est mieux que ma première tentative. Hank dit, ton père a dû réparer tout ce que j'ai touché pendant le premier mois. Après que June soit rentrée se laver pour le dîner, Hank et Silas s'assirent sur la véranda, admirant le coucher de soleil derrière les montagnes. Là elle guérit, observa Hank. Là elle est en pleine forme, approuva Silu. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le pense. Et vous? Des nouvelles du Fonds fédéral d'indemnisation des victimes? Vérifié la semaine dernière. Le fonds fiduciaire de June a été entièrement restauré, plus les dommages. C'est une bonne nouvelle. L'argent n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elle soit en sécurité. Hank fit un signe de tête vers l'atelier. Vous comptez lui apprendre l'entreprise familiale si elle veut apprendre, mais elle a le temps de décider quel genre de personne elle veut être. Alors que la nuit tombait, Silas se dirigea vers sa forge et alluma les braises. D'une boîte en bois près de l'enclume, il sortit un dossier en papier craft contenant les dernières preuves trouvées chez Vera. Faux reçus, faux documents caritatifs, relevés d'argent volé à des enfants dans le besoin pointés un par un. Il jeta les papiers aux flammes. Le feu les consuma entièrement, réduisant mensonges et manipulations en cendres et en fumée. La justice n'avait pas été bruyante ni dramatique. Elle avait été méthodique, patiente et minutieuse. Comme forgée de l'acier, elle avait demandé du temps et une pression précise. June apparut dans l'embrasure de la porte. Prêt pour le dîner. Papa, qu'est-ce que tu brûles? De vieux papiers. Des choses dont on n'a plus besoin. Puis-je aider? Bien sûr. Ensemble. Ils jetèrent les derniers documents au feu. Les flammes s'élevèrent avec éclat dans l'obscurité de la montagne, emportant la fumée dans l'air pur. Les méchants reviendront-ils un jour? Demanda June. Non, dit Silas en passant un bras autour de ses épaules. Ils ne te feront plus de mal. Pas tant que je respirerai. June s'appuya contre lui, regardant le feu brûler. Bien. Les flammes consumèrent la dernière preuve, ne laissant que des braises incandescentes. Quelque part dans l'obscurité, des familles normales s'installaient pour la soirée. Les enfants faisaient leurs devoirs, les parents lisaient des histoires avant de dormir, la magie ordinaire de ceux qui s'aimaient. Silas et June faisaient désormais partie de ce monde. Non pas par le sang ou des documents légaux, mais parce qu'ils s'étaient choisis. Parce qu'ils avaient survécu à quelque chose de terrible et en étaient sortis plus forts. Parce que la famille n'était pas seulement quelque chose dans lequel on essaie. Parfois, c'était quelque chose qu'on forgeait comme l'acier par la chaleur et la pression.